Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Grosse journée hier à Milwaukee dans le cadre du début de la convention du Parti républicain. Si je ne m'abuse, Donald Trump n'était pas censé apparaître et là, tout à coup, il arrive sur scène avec un bandage sur l'oreille droite. On rappelle qu'il a été victime d'un attentat contre sa personne. C'était samedi, le 13 juillet, en Pennsylvanie. Et il a nommé, ça, on s'y attendait par contre, éventuellement, son colistier. On va en parler avec Guillaume Lavoie, qui est membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Rémi. Donc, le candidat au poste de colistier, donc celui qui pourrait devenir le vice-président si Donald Trump l'emporte en novembre prochain, c'est T.D. Vance. Exactement, c'est ça? J.D. Vance, qui Vance, est très jeune, 39 ans, brillant, a une histoire qui est de l'ordre du rêve américain. Là. Vient au monde et là, je vais prendre ces mots à lui, là, dans une Amérique blanche, peu scolarisée, avec des présences de drogue, présence de violence familiale. Bref, il se décrit lui-même, lui et ses voisins, comme des hillbilly, white trash, rednecks. Il vient de ce milieu-là. Il est le premier de sa famille à aller à l'université. Alors, c'est l'armée qui le sauve un peu, ça le remet sur le droit chemin et il va finir diplômé de droit de Yale, puis après ça, carrière à Silicon Valley, carrière politique. Et il va écrire un livre que je pense qu'on doit lire, qui s'appelle Hillbilly Elegy. Donc, un peu expliquer cette histoire-là, l'histoire de sa vie, puis l'histoire de cette partie de l'Amérique blanche peu scolarisée qui a véritablement le sentiment d'avoir été abandonné par les élites, qu'il ne compte plus pour personne, que là ont un ressentiment, une colère, et ça permet de poser une lumière très instructive sur pourquoi est-ce que Trump connaît autant de succès. Alors, c'est quelqu'un de très brillant, très ambitieux. Moi, j'avais des doutes à savoir ce que ça peut être J.D. Vance, parce que, comme il est brillant et ambitieux, est-ce qu'il va faire de l'ombre au candidat principal? Mais son choix à lui, qui vient de l'Ohio va voter républicain de toute façon, en dit beaucoup sur l'état d'esprit de Donald Trump et des républicains en général face à l'élection qui s'en vient. On n'a pas pris un candidat pour jouer la sûreté, pour être sûr qu'il n'arrive rien. Ça aurait été l'incroyablement beige gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum. On n'a pas pris non plus un candidat à la vice-présidence moins familier avec la maison républicaine, mais plus facile pour aller chercher des électorats dans la cour des démocrates. Là. Tim Scott, sénateur noir de la Caroline du Sud, ou encore Marco Rubio, latino, sénateur de Floride. En prenant J.D. Vance, c'est comme si on avait décidé d'enraciner encore plus profondément cette vision que présente Trump. L'Amérique d'abord, un certain nationalisme économique en disant les produits qui viennent d'ailleurs devraient être plus taxés, puis on va favoriser l'industrie à l'interne. Une politique étrangère, on pourrait appeler l'Amérique d'abord, que les autres pays s'arrangent. Alors, en prenant J.D. Vance, c'est comme s'il avait désigné un héritier qui pense exactement comme Trump sur des choses fondamentales. En même on temps, enracine puis on positionne le futur. En même temps, il y a des gens qui doutaient de la candidature de J.D. Vance parce que par le passé, il avait été très critique de Trump. Donc, c'est peut-être aussi une façon pour l'administration Trump de démontrer qu'on est ouvert à la critique, même si, évidemment, depuis, il est revenu sur sa parole, J.D. Vance. Mais là, à la blague, vous voyez un peu derrière moi là, combien de sièges d'un aréna de hockey classique. Grosso modo, s'il fallait prendre la liste de tous les gens qui ont dit des énormités sur Trump, de ceux qui ont dit « moi, je ne l'aime pas vraiment », à ceux qui l'ont traité presque de figure d'Hitler, puis qui aujourd'hui chantent les louanges de Trump, il n'y aurait pas assez de sièges ici pour asseoir tout ce monde-là. J.D. Vance fait partie de ces gens-là. Dans l'ère post-factuelle, dans l'ère politique actuelle, on peut se réinventer à peu près comme on veut. J.D. Vance, et vous allez voir les déclarations de Vance tourner en boucle. Les démocrates vont vous mettre ça à l'écran pour être certains. Puis il a dit des choses très justes et très, très dures sur Donald Trump. Mais depuis, ça fait longtemps qu'il a marché sur la peinture, là, entre autres pour son élection comme sénateur. J.D. Vance, très jeune, qui n'avait pas d'expérience politique aucune, mais était devenu une vedette médiatique à cause de son livre, ses commentaires à Fox News. Et d'ailleurs, son livre est devenu un film sur Netflix sur l'histoire de sa vie. Et il se présente au Sénat de l'Ohio. Et c'est quand même un poste massivement important.
Il y a plusieurs autres candidats dans l'investiture. Il est troisième, loin troisième, et on pense que ses chances sont proches de zéro. Et le transformationnel dans cette histoire-là, c'est que Trump l'a appuyé dans cette investiture-là, et ça a clairement été le déclencheur pour que Vance l'emporte, devienne le candidat républicain. Après ça, devienne sénateur. Alors là-dessus, ça fait longtemps qu'ils sont réconciliés. Peut-être pas par un enthousiasme débordant, mais certainement par un calcul. Je dirais souvent, des fois, la meilleure collaboration, c'est quand deux égoïsmes se rencontrent. Et là, ben, c'est dans l'intérêt de Trump, c'est dans l'intérêt de Vance aussi. Quand on veut devenir président des États-Unis, le poste de colistier, ça se refuse pas vraiment. Je comprends l'argument qui veut que être le colistier de Trump, c'est quand même dangereux parce que si ça se passe mal de 2024 à 2028, ben, on exclut peut-être toutes les possibilités d'un jour devenir président, mais Joe Biden, c'est quand même l'ancien vice-président aussi de Barack Obama, là. Mais c'est plus une histoire exceptionnelle qu'autre chose. Au tout début de la République, bon, John Adams était vice-président, il est devenu président. Jefferson était vice-président, il est devenu président. Mais pendant très longtemps, la vice-présidence, la manière en anglais d'en parler souvent, c'est un nothing job. C'est une job qui ne sert à rien, qui n'existe pas. C'est une job qui est que dans la passivité. C'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune obligation constitutionnelle. Sinon, les deux choses suivantes. Si jamais il y a un vote 50-50 au Sénat, c'est vous qui tranchez. Sinon, on ne vous sort pas de votre bureau, là. Et l'autre raison, c'est si le président meurt, démissionne ou est déchu de sa fonction, ben c'est vous qui prenez la place. Mais pour le reste, vous n'avez rien à part les dossiers que vous donne le président. Donc, c'est souvent très, très ingrat. Parlez-en à Mme Harris, parlez-en à Al Gore, parlez-en à Dan Quayle. Il y en a des vice-présidents qui ont réussi, mais c'est pas le tremplin qu'on pourrait imaginer toujours aussi évident. Parce que vous êtes un peu si vous avez des succès, il faut que ce soit les succès du président. S'il y a des échecs, ben, c'est par votre faute. Alors, c'est jamais facile à doser. Comment quelqu'un d'aussi ambitieux et brillant que J.D. Vance va réussir, parce que il reste sénateur. Il n'est pas en élection à ce tour-ci. Alors, s'il perd, il reste sénateur. Il y aura eu un profil national. S'il gagne, ben là, il va peut-être s'ennuyer de sa job au Sénat. Naturellement, ce qui arrive, là. D'ailleurs, il y avait Daniel Webster, cet extraordinaire grand sénateur du 19e siècle, quand on lui avait dit, voudriez-vous être voudriez-vous être candidat à la vice-présidence, il avait dit, j'ai aucune ambition d'être enterré avant d'être mort. Il aurait dû dire oui, parce que le président avec qui il aurait été sur le ticket est mort en fonction. Peut-être qu'on aurait eu un président Webster, ce qui aurait été grandiose. Mais ça va être pas facile de voir comment il va gérer ça, mais pour l'instant, à 39 ans, il y a encore quelques années devant lui. Oui, puis Donald Trump qui lui est revenu hier dans l'espace public. On n'attendait pas vraiment sa présence, puis il est arrivé avec un bandage sur son oreille droite qui avait été atteinte par une balle à la manière presque d'un miraculé. C'est le bon mot. D'abord, il faut savoir que ici, chaque journée a ses thèmes, qu'habituellement, le discours du candidat à la vice-présidence, c'est le mercredi. Le discours le plus important, c'est le discours du candidat à la présidence. Donc, Donald Trump, ça va être le jeudi soir. C'est déjà arrivé dans l'histoire qu'on voit le candidat à la présidence se pointer à certains moments. Par exemple, Al Gore, fameusement, était embarqué sur scène pour venir embrasser sa femme là, dans un long baiser amoureux, alors qu'on n'y attendait pas. Alors, c'était écrit dans le ciel, quelque part, que ça serait une opportunité médiatique gigantesque. Et Donald Trump, on en parlait, s'il y avait un Joe Biden avant et après le débat, il y a un Donald Trump avant et après la tentative d'assassinat. Alors, de le voir entrer, l'énergie était assez à son summum hier, ici, là. Quand Donald Trump est entré, c'était encore plus. Là, il y a l'aura d'un miraculé, l'aura d'un survivant. Il touche pas par terre, là, pour l'instant. Et il va en profiter tant qu'il peut. Et je vous dirais que l'enthousiasme et l'énergie des républicains ici est assez élevé, là. Oui, puis ça défait, parce que là, on entend dire que Nikki Haley va se présenter à la convention, va même prononcer un discours. Ça défait toute cette idée que le Parti républicain est désuni depuis que Trump a pris les devants il y a déjà quelques années, que c'est le parti d'un seul homme. Là, on voit tout le monde l'accueille. Évidemment, c'est parce qu'il a subi un attentat puis qu'il a survécu, mais il réussit à rassembler des gens autour de lui qui ont été critiques. Et là, voilà Mme Haley qui se présente. Quand même, ça aussi, personne ne s'y attendait vraiment. C'est vraiment une surprise. C'est une info qui coule à peu près depuis hier parce que la semaine dernière, Nikki Haley, elle avait dit je serai pas là à la convention, moi.
Et c'est un peu ce qu'on avait vu, la convention républicaine en 2016, en 2020. C'était les amis de Trump sont là, les autres, allez-vous-en chez vous, vous êtes des pestiférés. Et Nikki Haley avait dit, ben, on m'a pas invité, de toute façon, je serai pas là, fait qu'oubliez-moi. Et là, aux surprises, retournement complet, non seulement elle va être ici, sur le plancher, mais elle va faire un discours sur la scène. Alors, c'est véritablement là quelque chose qui est très fort comme symbolique, qui va jouer énormément dans cette espèce de nouveau personnage public que veut incarner Donald Trump, au-dessus de la mêlée, l'unificateur, celui qui peut régler nos problèmes, père de la nation. Alors, on n'est plus dans le président ou le candidat vengeur, on va être dans le président ou le candidat unificateur, puis la présence de Mme Haley, c'est très fort, c'est une nouvelle terrifiante pour les démocrates et Joe Biden parce que il y avait ce rêve éveillé chez les démocrates qu'on appelait ça les républicains Haley. Appelons ça les conservateurs empreints d'un certain sens de l'État, ceux qui sont à droite, ceux qui sont au centre droit, des faucons, mais qui disent, moi, je voterai pas pour Donald Trump. Alors, je vais me rabattre sur une option nationale, une option plus, je dirais, noble, qui est Joe Biden. La présence de Mme Haley ici vient de fermer cette porte-là à double tour. Le discours est prévu pour quand, exactement? Bon, alors ici, la manière dont ça fonctionne, hier, parce qu'il y avait un peu de mécanique administrative, la convention, c'était dans l'après-midi et le soir, mais ça vous donne à quel point maintenant c'est juste une infopub construite pour la télé. La convention, formellement, la session, ce n'est que ce soir, demain soir et jeudi soir. Alors, vous allez avoir des discours qui vont rouler entre 6 heures le soir jusqu'à à peu près 10 heures. Plus vous êtes important, plus vous êtes entre 9 et 10. J'ai pas l'horaire précis à partager avec vous, mais regardez quand est-ce que vous parlez. Si vous êtes la première personne qui parle à 6 heures, c'est bien, vous allez avoir toutes les photos pour votre famille, mais vous êtes pas mal moins important que ceux qui vont être retransmis en direct à la télé, notamment sur les chaînes câblées, ce qu'on appelle ici le prime time, l'heure de grande écoute, entre 9 heures et 10 heures. Guillaume Lavoie, on continue d'espérer que tu suives ça pour nous, puis on se reparle demain avec des développements toujours plus frais. Au plaisir. Bye bye.